Madame la Présidente, merci beaucoup de m'avoir invité à parler ici. Ero un attore nel terzo gruppo di lavoro. J'ai été auteur dans le troisième groupe de travail du GIEC qui porte sur les solutions qu'on peut apporter aux problèmes climatiques. Beaucoup de gens nous disent que c'est trop tard, ou alors même que le changement climatique, c'est une réalité. En allemand, on parle de Pattsituation. Moi qui m'appelle Pat, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, j'ai 10 minutes pour vous parler de solutions. Les émissions suisses, cela fait plus de 10 ans qu'elles baissent, c'est vrai. Mais elles ne baissent pas du tout assez vite. Si nous voulons tenir nos promesses, il faudra, dans les 8 ans à venir, que nos émissions baissent d'environ un tiers encore. Et puis les 2 tiers restants, nous devons les éliminer d'ici à 2050. Je suppose que vous le savez déjà. C'est une réelle transformation, surtout pour le secteur de l'énergie. Alors comment pouvons-nous y parvenir? Le Conseil mondial du climat a constaté qu'il faudrait augmenter les investissements annuels d'un facteur 2 mondialement pour la protection du climat, des investissements dans des énergies renouvelables, dans des produits comme les véhicules électriques, les pompes à chaleur, qui permettent d'utiliser des énergies renouvelables plutôt que fossiles. Investir aussi dans des gains d'efficience, isoler les bâtiments de manière à réduire notre consommation et puis éliminer du CO2 dans l'air. Tout cela, j'imagine que vous le savez aussi. Il me reste quelques minutes et j'aimerais me concentrer sur 2 autres sujets. Premièrement, quelles sont les mesures de politique climatique qui sont nécessaires pour accélérer ces investissements? Deuxièmement, quelles seront les conséquences de ces investissements pour nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Alors la première question, nous faut-il des mesures de politique climatique? Ces mesures fonctionnent-elles? Eh bien, au GIEC, nous avons constaté que la réponse est clairement oui. 24 pays, en effet, ont commencé à réduire leurs émissions. Il y a un pays dans lequel cette réduction est due à un effondrement de l'économie. Dans les 23 autres pays, l'économie était en croissance. Les émissions mondiales, actuellement, sont de 10% plus basses environ qu'elles ne l'auraient été sans mesures de politique climatique. C'est donc des mesures de politique climatique qui ont fait baisser les émissions en augmentant les investissements. Et plus les mesures politiques sont fortes, plus elles vont loin et plus les investissements sont importants. Par exemple, dans les énergies éoliennes et solaires, qui sont les 2 nouvelles sources les plus importantes. La Suisse encourage de tels investissements, raison pour laquelle actuellement environ 5% de notre électricité provient de sources éoliennes ou solaires. Mais d'autres pays ont des mesures plus fortes et les effets sont manifestes. Les États-Unis et la Chine, tous deux, produisent plus de 10% de leur électricité à partir de sources éoliennes et solaires. En Union européenne, c'est 20%, en Grande-Bretagne, 30%, et au Danemark, où les mesures politiques sont les plus fortes et depuis longtemps, la part est supérieure à 60%. Quelles mesures sont efficaces? Au Conseil mondial du climat, au GIEC, nous avons constaté que ce qui est le plus efficace, ce sont les mesures d'encouragement direct. Près des 3/4 des réductions d'émissions que nous avons pu constater résultent de mesures d'encouragement. Ces mesures d'encouragement sont-elles détrimentaires pour la croissance économique? Nous ne l'avons pas constaté. En deuxième position, en termes d'effets, l'on trouve les prescriptions et les normes d'émissions. En effet, souvent, on commence par des encouragements. Ensuite, on peut renforcer les normes en exigeant, par exemple, le plus vite possible des émissions zéro. Par exemple, Bruxelles propose actuellement que les émissions de véhicules neufs soient abaissées à 0 g par kilomètre d'ici à 2035.
Pourrait-on vouloir aller plus vite? Londres le croit en misant sur 2030 et Oslo sur 2025. Alors, que peut faire la Berne fédérale s'agissant des véhicules ou s'agissant des nouveaux chauffages? Et puis, des taxes incitatives et les marchés du carbone ont eu une influence sur les émissions, même si cette influence est plus faible. Par exemple, en Suisse, nous sommes intégrés dans le système d'échange d'émissions européen. Ce système pourrait être renforcé en abaissant le plafond à 0 plus rapidement. Bruxelles l'a également dit déjà. Maintenant, la deuxième question à laquelle je souhaitais m'intéresser, comment ces investissements affecteront-ils notre société? D'abord, la qualité de l'eau et de l'air s'amélioreront, évidemment. Et puis, si nous faisons des investissements intelligents, alors nous enrichirons même, sans doute. L'efficience énergétique, les véhicules électriques, les pompes à chaleur finiront par nous permettre d'économiser des sous, nous le savons. Les énergies renouvelables, eh bien depuis 2010, les coûts de l'énergie éolienne ou solaire ont baissé de 80%. Il est donc possible de produire de l'électricité pour moins d'argent à partir de vent ou de soleil qu'à partir de charbon ou de gaz naturel. Vous le savez certainement et vous connaissez les arguments des différentes parties. Or, si l'on ne peut utiliser que l'énergie solaire qu'on produit sur son propre toit, il faut investir dans une batterie très grande qui coûtera très cher. Et on peut dire la même chose par analogie pour toute la Suisse. Or, le GIEC a constaté que justement dans ce domaine, pour que les investissements soient intelligents, ce qui est important, c'est la coopération internationale. Alors, si on continue de s'intéresser au fait, ce que l'on constate, c'est que dans toute l'Europe, on investit surtout dans l'énergie éolienne plutôt que solaire. Dans le reste de l'Europe, il y a donc davantage de production d'électricité renouvelable en hiver qu'en été. Il y a aussi de plus en plus de climatisation qui fonctionne. L'Europe, donc, n'a pas de problème d'électricité hivernale, mais plutôt d'électricité estivale. Si donc les producteurs suisses d'électricité exportent de l'électricité en été, ce qu'ils font, ils gagnent de l'argent, oui, et dans le même temps, ils aideront le reste de l'Europe sur le chemin de la décarbonation. Et si les entreprises suisses d'électricité importent de l'électricité en hiver, ce qu'elles font déjà d'ailleurs, il s'agit d'énergie éolienne produite dans la mer du Nord, eh bien cela permet aussi à la fois de faire des économies et de sortir plus vite de l'âge du fossile. En fait, ces échanges d'électricité au sein de l'Europe sont comme une assurance à bas coût, avec une empreinte écologique bien plus faible que s'il fallait construire une énorme batterie d'accumulateurs. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est une convention interétatique pour garantir que ces échanges, ce commerce pourra se poursuivre. Vous voyez donc à quel point la coopération internationale est importante et efficace. Dans le passé, je pensais que pour lutter contre le changement climatique, il ne fallait nous déplacer plus qu'à vélo, parce qu'il faudrait que les prix de l'essence augmentent énormément. Mais en réalité, l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce que la pierre est devenue trop chère. Et maintenant, je suis convaincue que la protection climatique aussi fonctionne différemment. C'est le genre de chose qui paraît impossible tant qu'on ne l'a pas fait, et lorsqu'on l'aura fait, ce sera une évidence. Et chacun fait déjà ce qu'il croit pouvoir faire, j'en suis convaincue, mais si nous cherchons plus loin, alors nous trouverons de nouvelles possibilités. Il y a 5 semaines, mon épouse, nos enfants et moi avons décidé d'accueillir chez nous une deuxième famille, une famille ukrainienne, une femme avec ses 2 enfants. La semaine dernière, j'ai eu le privilège d'aider la plus jeune, Victoria, à apprendre à faire du vélo. Comme tous les enfants, Victoria a fait une vingtaine de chutes, mais n'a pas cessé de réessayer et d'apprendre. Et nous sommes tous des enfants lorsqu'il s'agit d'apprendre quelque chose de nouveau, comme Victoria qui fait du vélo. Et sur mes 56 années de vie, dont 20 en Europe, je n'ai jamais été aussi convaincue qu'aujourd'hui qu'il faut que les pays démocratiques d'Europe se serrent les coudes. Il faut qu'ils soient prêts à faire des compromis, à rester solidaires, à s'entraider. S'il y a un moment dans l'histoire où
une coopération européenne dans le secteur énergétique peut être évoquée, eh bien c'est maintenant. Continuons de chercher, car c'est la seule manière de trouver de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités, de nouvelles options. Augmentons nos investissements d'un facteur 2 à 4. Si il faut des mesures politiques, il ne s'agit pas de mesures radicalement nouvelles, mais les mêmes mesures que nous connaissons déjà, mais il faut qu'elles soient bien plus ambitieuses. Renforcer les mesures d'encouragement, avoir des normes d'émissions, des prescriptions qui nous permettent d'arriver plus vite au zéro net. Si nous faisons des investissements intelligents, alors en 2050, nous aurons une société à émissions net zéro qui sera plus saine, plus florissante que si nous avions fait le dos rond. Il ne s'agit pas d'un tour de magie, non, il s'agit de mesures concrètes et elles peuvent suffire. Alors je suis plein d'espoir et je vous en prie, ne me décevez pas. Merci beaucoup.